Bonjour à toutes et à tous. D'être présent à ce deuxième colloque, on avait organisé le premier, François l'a dit, en 2016, autour du thème la santé des hommes et celle de la nature. Quand je dis nous, c'est d'abord une poignée d'hommes, parce que je pense que ça vaut le coup de reprendre la genèse de ces colloques. C'est une poignée de personnes qui, à l'issue d'une rencontre mémorable avec Lucien Séguy, ce samedi au printemps 2015, au resto, mais comment est-ce qu'on peut promouvoir en France, comment nous on peut agir pour promouvoir le système de production agricole fondé sur le semi-direct, sous couvert végétal permanent, qui se développe, ça je l'ai découvert après, qui se développe partout dans le monde, avec succès, mais chez nous, ce n'est pas encore significatif. Donc, je veux remercier ici Grégory Deschamps-Guillaume, Jean-Pierre Sartou, Michel Duru et Guillaume Dubois, qui étaient autour de la table. On a été rejoints après par Claire Pontus, Nicolas Artigue et Sarah Singla, de leur disponibilité, de leur implication et de leur détermination. Bien évidemment, je vais avoir une pensée pour Lucien, dont je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous le connaissent, ou l'ont fréquenté, donc qui est au Brésil depuis lundi dernier, et qui est le moteur infatigable qui recule sans cesse les limites de la performance économique, agronomique et écologique des SCV. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé mais quel est l'intérêt de l'agronutrition de porter le financement de ces colloques? Eh bien la réponse, elle n'est pas évidente. Donc une grande partie repose en fait sur l'histoire de l'agronutrition, et je vais vous prendre 5 minutes pour vous en parler. Moi j'ai 62 ans, je suis ingénieur agro de Toulouse. J'ai fait une petite dizaine d'années dans des grands groupes phyto et semences. Et puis au début des années 90, je suis redescendu à Toulouse j'ai quitté le confort des grands groupes et la sécurité des grands groupes, soi-disant du confort et sécurité, c'était vrai à l'époque, ça n'est plus du tout maintenant, pour me lancer dans la création d'entreprises, on dit start-up aujourd'hui, qui étaient dans le domaine des plantes, mais pas du tout les mêmes, c'était dans la cosmétique. Donc on a connu un super succès en 5 ans et une super gamelle la 5e année. Donc je suis retourné dans le marché salarié. Et puis en 97, j'ai été recruté par la Société commerciale des potasses d'Alsace pour filialiser et privatiser son département oligo-fertilisant qui comptait à l'époque 8 personnes et faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2000, Agronutrition est portée sur les fonds baptismaux, donc la société est créée et on devait rejoindre à l'époque le groupe Compo. L'État devait nous vendre à Compo qui devait racheter cette activité. Et pour des raisons historiques, c'est important, cette activité oligo-élémentaire avait été créée en 69 en face de l'ONIA, donc l'Office national des industriels azotés, qui est plus connu malheureusement sous le nom AZF. Donc on était à 250 mètres de l'usine. Et le 21 septembre, on devait être privatisé décembre 2001, et le 21 septembre 2001, donc sur les 27 collaborateurs que comptait l'entreprise, il y en avait 17, on était en lancement de campagne, on était à Banyuls, 10 qui étaient sur le site, 10 qui ont été impactés, donc j'ai retrouvé... j'ai pas eu de décès, mais tous ont subi des mutilations de cette explosion. Et le dimanche qui a suivi l'explosion, c'était un vendredi, donc j'ai eu le PDG de la société dont dépendait SCPA, qui s'appelait Entreprise Minière et Chimique, qui m'a dit, écoute, tu réunis tous les valides et tu leur dis, on ne va pas réinvestir pour privatiser, donc tu leur dis qu'on arrête l'activité. Donc ici, pour ceux qui étaient toulousains, à l'époque, c'était le week-end qui a suivi le 21 septembre, c'était Beyrouth, c'était explosé partout, on ne pouvait pas rouler, c'était terrible. Donc ne se faire que prêter des bureaux pour faire cette annonce, ça a été très compliqué. Et quand j'ai fait cette annonce, évidemment, le vendredi, on perdait notre outil de travail, et le lundi, notre travail, c'était un peu compliqué, et j'ai eu une rébellion de mes collaborateurs qui m'ont dit mais non, nous on ne veut pas, on a fait un plan, on a un projet d'entreprise, on veut continuer. Donc j'ai porté au vote leur décision parce que
Ils se sont engagés à ce que pendant les 2 ans qui allaient suivre, tout le monde ferait des efforts pour pouvoir renaître de nos cendres. Et donc on est parti comme ça, on est arrivé à un deal avec donc la SCPA, l'État, le groupe Total, à qui appartenait AZF, nos assurances, pour trouver une enveloppe et reconstruire notre unité de production. Et c'était un peu cadeau de Noël, c'était le 21 décembre 2001. Et donc, le 2 janvier, je repars avec mon bâton et je vais chercher un terrain pour implanter une usine. Donc, on fabriquait des oligo-éléments, c'est engrais et c'est chimie. Et là, ça a été très compliqué. C'est-à-dire, j'ai pris à 62 maires de la Haute-Garonne. Quand j'avais le maire au téléphone, qu'est-ce que vous fabriquez? Des oligo-éléments pour les plantes. Oui, c'est sympa. Ouais. Puis devant le conseil municipal, il fallait expliquer. Donc, ça s'est réellement passé comme ça dans une commune qui n'est pas très loin de Toulouse. Donc, 17 conseillers municipaux plus le maire. Au moment où sur mon diaporama apparaissent les mots chimie et engrais, les 17 conseillers municipaux sont sortis sans un bruit de la salle du conseil. Et le maire s'est tourné vers moi et m'a dit « c'est pas gagné votre affaire ». Et à tel point que j'arrive pas. Donc en fait, on a 2 ans, en 97, un des premiers titres que j'ai embauché, en fait, c'était son métier était d'aller voir Carrefour, Auchan, Casino, Nestlé, pour savoir ce qu'ils allaient demander à leurs fournisseurs agriculteurs, pour moi orienter la R&D vers ce et leur permettre de répondre au cahier des charges qu'allaient leur demander ces transformateurs. Et il était sorti en avril 99 d'une réunion chez Auchan. Il m'appelle en disant « Écoute Cédric, tu sais ce que c'est que le développement durable ?» Alors, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Il m'a dit « Je sens que c'est Auchan, c'est incontournable pour le futur, il faut absolument qu'on y soit. » Bon, ok. Donc, il y avait déjà Internet en 99. Donc, je me procure l'agenda 21. Je ne sais pas si quelqu'un l'a procuré. Il y a 67 000 articles. C'est un truc énorme. Donc, j'ai lu que les têtes de chapitre, mais j'ai trouvé le concept intéressant de combiner un développement d'entreprise, enfin un développement qui s'appuie sur l'économie, la société et l'environnement. Et de 99 à 2001, chaque fois qu'on sortait un produit, on se réunissait, on disait qu'est-ce qu'il y a de développement durable? On était un peu dans ce qu'on appelle maintenant le greenwashing, parce que ça n'a rien changé. Là, au moment où on a réécrit notre plan au printemps 2002, la volonté, ce n'était pas de faire du développement durable, c'était d'arriver à accrocher quelques élus pour qu'ils nous vendent un terrain pour qu'on puisse installer notre usine. Là, on a tout reconstruit en posant notre développement. On a abandonné à peu près un tiers de notre catalogue qu'on estimait trop impactant pour l'environnement. Et on a reconstruit tout un plan en inscrivant sur les 3 piliers du développement durable. Et là, j'ai pu trouver à Carbone, donc au sud et le nom était prédestiné, à Carbone, au sud de Toulouse, un maire compréhensif, une communauté de communes compréhensive, qui a dit venez, on a une zone environnementale, venez vous installer chez nous. Donc voilà pour un peu cette histoire. Aujourd'hui, et l'histoire s'est bien terminée parce que le 28 août 2004, on a pu, grâce à l'aide du groupe de Sango, c'est un groupe agenais qui partageait les mêmes valeurs capitalistiques, on a pu racheter notre entreprise. Donc on a procédé à un rachat d'entreprise par les salariés, et on les a rejoints définitivement en 2009. Mais de la même manière, tous les salariés sont actionnaires de l'entreprise et ensemble on possède 72% du capital et il n'y a pas un salarié qui a plus de 1% du capital. Le lien avec le colloque, en fait, il prend naissance en 2005, c'est que quand on a été privatisé, la Société commerciale des potages d'Alsace avait dit « je privatise le centre de recherche à part ». Et donc on est parti sans R&D. Et en 2005, j'étais stimulé par un truc qui s'appelait à l'époque la D3RT, je crois, donc un truc de la région qui poussait les PME à faire entrer des innovations dans leur entreprise. Et donc il m'amène à un congrès à Gras.
Et là, il y a eu un défaut. Donc, il devait se signer un projet sur un transfert de technologie pour savoir cultiver des mycorhizes in vitro. Et les partenaires qui devaient signer ne sont pas venus. Et donc, on m'a proposé de signer à leur place. Et j'ai pris le truc, mais sans savoir du tout ce que c'était une mycorhize. Rien du tout. J'y étais en disant, bon, ben, on y va, c'est l'air sympa, même si ça ne va pas te coûter trop cher. On part là-dedans. 2009, on termine ce projet avec succès, donc on a acquis ce savoir-faire. Et on dépose un deuxième projet de R&D, donc au pôle de compétitivité, qui s'appelle Néofertile, enfin pas le pôle de compétitivité, mais le projet s'appelle Néofertile, et qui était sur l'utilisation des bactéries afin de fertilisation et de nutrition des plantes. Et donc on a notre projet retenu, ce qui m'a donné quand même, pour vous donner la dimension du projet, c'était 3 millions d'euros. Et ça nous a coûté à Agronutrition, à l'époque, 750 000 euros. Donc c'était quand même très intéressant. Ça nous a permis de monter un laboratoire de biotechnologie à la Belge, avec qui comprend aujourd'hui 12 microbiologistes, 12 éco-microbiologistes, ça a son importance. Et donc l'objectif du projet, c'est de dire, on va aller sélectionner les bactéries fixatrices d'azote, les bactéries solubilisatrices de phosphore et les bactéries filmogènes qui permettent de réduire l'évapotranspiration des plantes. Et donc l'objectif simple, je l'explique au gars de truc en disant tu vas me sélectionner les championnes du monde de ces bactéries. Même raisonnement qui était tenu, on l'a pris après par tout le monde. En 2011, donc on a nos sélections de bactéries, on passe au champ. 2012, donc les résultats de développement nous amènent le résultat de truc. Et là, grosse déconfiture, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Pourquoi on ne sait pas trop, il y a plein de facteurs. Là, je me dis, c'est plus compliqué que je ne pensais. Et les gars du labo me disent, écoute, on continue à chercher ce que tu nous dis, la championne du monde. Ça, c'est facile. En labo, c'est super facile à faire. On continue. Mais on te propose une autre approche. On prend un échantillon de terre d'une parcelle. On sélectionne les bactéries qui sont intéressantes, donc celles qui portent les fonctions que tu souhaites, solubilisation du phosphore, fixation libre d'azote. On les multiplie et on les remet dans la parcelle dans laquelle elles proviennent. On fait entre guillemets de la bioamplification fonctionnelle endogène. Et donc ça, on fait ça en 2012, 2013, on passe au champ. Et là, ça marche tout le temps. Côté, c'est toujours erratique. Deuxième séance d'essai sur les bactéries exogènes, toujours un peu erratique comme résultat. Et là, ça marche tout le temps. Ça marche pas de la même manière, ça marche. On était au minimum à l'équivalent d'une fixation de 20 unités, c'est monté jusqu'à 50 unités. Mais par contre, ça marchait dans les... Il y avait 13 cas, et ça marchait dans les 13 cas. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce procédé s'appelle Selective. On communique, c'est passé en 2014. Lucien Segui tombe là-dessus et m'appelle au labo en disant, écoute, vous avez un truc qui peut m'intéresser, je voudrais bien tester ça. Donc je lui dis, venez visiter. Et là, on le rencontre, et c'est là-dessus qu'à l'issue de cette rencontre, on fait ce déjeuner, et est née l'idée d'organiser ces colloques. Voilà un peu l'histoire des colloques et de l'agronutrition, donc et du lien avec Lucien, qui depuis, j'ai évidemment cultivé, je l'ai très fréquemment. J'ai fait un peu le tour du monde, de ce que peut les potentialités que contient cette technique de production culturelle qui sont extraordinaires. Dans tout le monde, c'est pas un moteur. Alors quand je dis tout le monde, c'est Brésil, Argentine, États-Unis, j'ai pas été avec lui, mais Canada, Laos, Cambodge, Caraïbes. Le gros moteur, il n'est pas trop environnemental, il est surtout économique, parce qu'en gros, les gens ont beaucoup moins de charges, environ entre 30 et 70% de charges en moins, et un rendement qui est maintenant dans
structures qui en font depuis très longtemps est supérieure à l'agriculture conventionnelle. Donc évidemment, l'équation économique est très positive pour l'agriculteur. Donc en conclusion, j'ai la conviction, et je l'ai vu, que ces systèmes sont les plus performants économiquement, agronomiquement, écologiquement et socialement. Et ce pour des exploitations qui contenaient des centaines de milliers d'hectares ou qui étaient inférieures à 1 hectare. Là où c'est au Cambodge, c'est des toutes petites exploitations. Que ma conviction est que ce mouvement est inéluctable si l'on veut conserver une agriculture compétitive. Que les acteurs économiques dans l'activité reposent sur la production et la commercialisation d'intrants conventionnels, comme moi, sont sérieusement menacés par cette nouvelle agriculture, et qu'il est grand temps de concevoir de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont accompagner ces techniques de production en créant de la valeur pour les agriculteurs, pour mon entreprise et aussi pour la société civile. Ce sont ces raisons qui font qu'Agronutrition s'implique et essaie d'accompagner avec ses modestes moyens cette nécessaire mutation de l'agriculture française. Merci à toutes et à tous d'avoir supporté cette discussion.